Du coup, la thématique qui nous rassemble, aujourd'hui, c'est celle de coopérer pour innover. Alors on propose ce thème puisque, en tant que réseau d'acteurs qui bossent sur les territoires, on organise beaucoup de temps d'échange, de remontée d'infos, on prend des nouvelles régulièrement de ce que font les membres et on a une posture un peu d'observateur, un peu privilégié de ce qui se passe. Et depuis le premier confinement, il nous a semblé, au sein du RNMA que, beaucoup de pratiques de coopération, se mettaient en œuvre, pour essayer de résoudre, voilà les enjeux du moment qui ont été, particuliers. Et peut-être que, même ça allait un peu plus loin qu'à l'accoutumée, hein, qu'avant la crise que nous connaissons, puisqu'on voyait, des MDA proposer des travaux, des contenus en partenariat avec des acteurs que peut-être elles connaissaient, mais avec qui elles n'avaient pas l'habitude de bosser avant. Et on a vu également au sein des collectivités, que les services vie associative ont beaucoup plus bossé avec d'autres services, que ce soit, finances, solidarité ou, autres acteurs sociaux. Voilà, donc ce thème a retenu notre attention et c'est pourquoi aujourd'hui on s'est dit que c'était intéressant de faire un travail dessus et d'accueillir, quelques témoignages de membres du RNMA qui ont, voilà, des paroles intéressantes là-dessus. Avant de donner la parole à nos invités, je vous propose, voilà, un petit mot de contextualisation avec, quelques repères sur des notions très à la mode en ce moment. Donc la crise sanitaire là, que nous traversons depuis le mois de mars, elle a mis un coup de projecteur dans le débat public sur des notions, qui ont vocation, d'une certaine manière, à servir de boussole, pour penser ce que beaucoup ont appelé, le jour d'après, hein. C'est un mot qui revenait souvent pendant le premier confinement. Alors il s'agit ni plus ni moins que de penser un modèle de société plus durable, du point de vue économique, social et environnemental. Derrière tout ça, on a entendu parler, de résilience, de transition, de coopération, d'innovation sociale. Alors il nous appartient d'éclairer le sens que nous mettons derrière tous ces termes, pour ne pas qu'ils restent de simples mots valises, qui seraient un peu fourre-tout, au risque de les vider de leur substance. Et du coup, avant de donner la parole à nos invités qui vont partager des expériences qui illustrent par des modalités pratiques comment ces notions se mettent en œuvre, voilà, je vous propose à minima de quelques éléments de définition. Alors le terme de transition, tout d'abord, hein, qui définit le passage lent et progressif d'un état à un autre. Alors on a entendu parler de transition écologique ou citoyenne, hein, c'est un terme utilisé de façon croissante par des mouvements engagés, militants depuis le début du XXIe siècle pour revendiquer, voilà, un modèle de société plus participatif, et soutenable. Mais je voulais partager le fait qu'on a remarqué dans ces derniers mois que le terme a été de transition a été pas mal approprié, alors sans qualifier forcément derrière de écologique ou de citoyenne, mais le terme transition a été beaucoup plus approprié par des acteurs institutionnels, ce qui acte d'une certaine manière une prise de conscience d'un besoin de faire évoluer nos fonctionnements. Autre notion, celle de résilience, qui introduit la notion de fragilité, donc des fragilités qui apparaissent face à un choc brutal, qu'il s'agisse d'une perturbation économique, d'une catastrophe climatique ou d'un arrêt total des activités comme nous l'avons vécu avec le premier confinement. Et ce terme renvoie à la nécessité, pardon, de réinventer nos fonctionnements et nos organisations pour mieux résister quand un prochain choc similaire arrivera et idéalement être capable de l'absorber sans subir de dommages. Également le terme d'innovation sociale, hein, qui en appelle à la création de nouvelles pratiques, de nouvelles approches ou de nouvelles interventions qui améliorent une situation, qui résolvent un problème social, alors que ce soit à l'intérieur d'une organisation ou entre des institutions ou entre des organisations ou même au sein de communautés. Je précise tout ça puisque l'idée dépasse le simple développement d'entreprises sociales, hein. C'est vrai que c'est un mot à innovation sociale très mis à la mode dans cette mouvance un peu de social business, mais les témoignages suivront, qui suivront, pardon, nous montreront que l'innovation sociale peut se faire également à des niveaux organisationnels sans forcément créer une entreprise sociale. Et enfin, le terme de coopérer, hein, qui étymologiquement signifie être coauteur d'une œuvre commune, ce qui veut dire que l'œuvre n'est pas définie à l'avance, mais sera construite par les personnes qui entrent en coopération. Alors c'est une approche qui se distingue d'une logique plus classique,
où souvent une organisation définit un objectif à remplir et ensuite elle va aller chercher des partenaires pour leurs compétences complémentaires. Quand on parle de coopération, on affirme qu'il existe des problématiques auxquelles aucune organisation ne peut répondre toute seule et qu'il va falloir mettre en commun des diagnostics, des savoir-faire, des ressources de plusieurs acteurs pour inventer des solutions et donc pour innover. Alors la coopérer, c'est un peu la manière de faire, la méthode, et souvent le résultat espéré, ça va être de l'innovation. J'espère que voilà, situer un petit peu ces termes aidera à se repérer dans la suite des interventions. On essaiera peut-être de faire écho entre les intervenants, les interventions et certaines notions. Voilà, je vais passer au slide suivant. Et avant de passer la parole à nos intervenants, je vais vous partager un premier sondage. Alors, c'est un sondage très simple, vous répondez par oui ou non, je l'affiche à l'écran. Je clique sur lancer. Et du coup, la question, c'est avez-vous eu l'impression, vous, à votre échelle, d'avoir plus ou mieux coopéré depuis le début de la crise sanitaire? Donc voilà, je vous laisse cocher oui ou non et répondre voilà, en même temps que je vais pouvoir introduire le suite des travaux. Je partagerai les résultats après. Du coup, on aura deux séquences de travail. Une première où on va se questionner sur ce qui facilite l'entrée en coopération de plusieurs associations. Et puis une deuxième séquence de travail pour mieux comprendre comment la collectivité parvient à décloisonner les relations avec les citoyens ou les associations, et aussi entre les services. Et du coup, pour la première séquence de travail, nous allons accueillir Jimmy Begg. Et alors, bonjour Jimmy, je te laisse activer ton micro. Oui, bonjour Paul, bonjour à tous. Et Jimmy, je vais te laisser te présenter, puis nous présenter la dynamique autour de Casasso, hein, donc sur laquelle on avait échangé avant aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Jimmy. Merci Paul. Écoute, Casasso, effectivement, c'est une dynamique qui a été créée et qui a été, du coup, qui a vu son essor lors du confinement. Juste pour dresser un contexte, en fait, Casasso a été créé fin 2019 dans le cadre de la conférence régionale de la vie associative qui a été mise en place sous l'égide de la DJSCS. En fait, c'était un regroupement de tous les acteurs relais de la vie associative de l'île de la Réunion, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé que j'étais de la maison des associations de Saint-Benoît à l'île de la Réunion. Et l'idée, c'était de regrouper les acteurs relais de la vie associative autour d'un dispositif appelé Casasso pour essayer de savoir qui étaient les partenaires sur l'ensemble du territoire. Donc, ça a été un petit peu le début du commencement. Alors le confinement est arrivé, comme tout le monde, en fait, on a été submergé d'informations, souvent contradictoires d'une journée à une autre et on s'est rendu compte que, on relayait des informations chacun de notre côté, on faisait doublon, voire voilà et donc il y avait énormément d'informations qui circulaient, un peu dans l'urgence. Un peu de manière désorganisée, on s'était regroupés, enfin, après les échanges téléphoniques avec quelques membres des structures relais, on s'est dit: «Bah, il faudrait peut-être qu'on arrive à organiser un peu mieux ça» on a commencé à se contacter, au téléphone pour savoir comment on pouvait faire, quelles sont les idées, parce qu'on était perdus. On avait tous des informations aussi qui émanaient de nos différentes têtes de réseau, moi, du RNMA, par exemple, qui nous envoyait aussi des éléments d'information, mais on avait aussi le mouvement associatif réunionnais qui avait des éléments du mouvement associatif français, enfin l'entité nationale. On se disait, au lieu que chacun on relaye des informations un petit peu diluées et incomplètes, on pouvait peut-être se réunir et proposer des solutions en commun. Et donc on s'est dit: «Bah, écoute, on s'est réunis en visio». Voilà, du coup et on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Sur quelle forme?» et là, l'idée est venue de mettre en place des webinaires. Des webinaires, alors comment? Qui? Bah, voilà, donc c'était vraiment de manière informelle, c'est-à-dire que qui se sentait de le faire, quelle thématique on abordait,
comment diffuser l'information, qui intervenait. Et du coup, bah, les sujets, en fait, venaient d'eux-mêmes, hein. C'était l'actualité qui faisait les sujets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est il y a quelques mois, mais c'était assez, on avait des informations qui tombaient tous les jours, des choses, des évolutions, administratives, réglementaires, qui arrivaient sans qu'on comprenait forcément le sens. Et on se disait que si nous, on n'arrivait pas forcément à comprendre le sens, bah, on imaginait que les associations sur le territoire avaient un petit peu de mal aussi à comprendre tout ça. Et on se disait que bon, bah, là, on va essayer de dédramatiser les choses, d'éclaircir les éléments et qu'on allait prendre, des thématiques, qu'on allait, décider ensemble, qui l'animait, qui se sentait de l'animer et on décidait ensemble aussi quels étaient les intervenants dans notre réseau qui pouvaient aussi apporter un éclairage qui pouvait bénéficier au plus grand nombre, notamment lorsqu'on abordait des sujets de type comment organiser un accueil collectif de mineurs ou un accueil périscolaire. On faisait intervenir des associations qui avaient trouvé des astuces. Enfin, en fonction des thématiques, en tout cas, on essayait de trouver des intervenants dans notre réseau propre qui pouvaient permettre un éclairage concret. C'était vraiment du concret parce que bien souvent, on avait des textes qui étaient à rallonge et on avait du mal à mettre du sens autour de ça. Et l'idée, c'était de J'entends, donner mais des j'ai pas informations l'image. concrètes. Ah, il y a quelqu'un qui intervient. Ah, Valérie, tu as pas l'image? Euh, Eh, oui, Valérie, oui, peut-être non Valérie. plus. Alors, Jimmy était en pleine intervention, du coup, je te propose, peut-être on va laisser Jimmy continuer. Et voilà, merci à toi, Jimmy. Non, pas de souci. Et du coup, alors, tout ça pour dire quoi? C'était qu'on était réunis entre acteurs qui étaient réunis sous la forme de forme volontaire. Rien n'était imposé, rien n'était dicté. Il n'y avait pas non plus de lien hiérarchique ou de dire qui était plus on se donnait en fait la priorité en fonction de la compétence et des intervenants et que, c'était vraiment de la libre adhésion. C'était ça qui était super important puisque, on était tous chez nous, enfin ou sinon dans nos maisons, mais de manière un peu, confinée, enfin vraiment on va dire confinée du coup, pour le coup. Mais c'était vraiment de manière volontaire et il n'y avait pas d'obligation de suivi. C'est-à-dire qu'on pouvait participer à une séance et bah, de non pas non plus suivre la prochaine séance parce que c'est le sujet intéressait moins ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première démarche. Donc créer un webinaire une fois tous les 15 jours sur des thématiques particulières. Après, on s'est rendu compte quand même que, bah, ce webinaire et les outils qu'on avait tous, reçus et récupérés de chacun de notre réseau, ouais, mais comment on pouvait le diffuser de manière plus simple aux partenaires et donc on a eu l'idée de créer le site internet Casasso. Casasso.org. Donc pareil, là, c'est quelqu'un du réseau qui est enfin du consortium, si on peut parler comme ça, qui s'est proposé en disant: «Bah oui, moi j'ai des compétences pour créer un site internet» et lui se propose de le faire. Et donc du coup, on a pu tout mettre en ligne, tous les ressources documentaires qu'on avait. Merci Paul, d'avoir mis ça sur la communication. Et donc du coup, donc on pouvait mettre sur cette page-là, bah, déjà les retours vidéo et parce qu'on enregistrait nos séances, mais aussi toutes les ressources qu'on avait récupérées et on les mettait sur ce lien, sur ce site, ce qui permettait en fait aux personnes de retrouver dans un seul endroit, les éléments qui pouvaient les intéresser et avec une explication concrète. J'insiste vraiment sur la partie concrète parce que, on n'était vraiment pas là pour faire du dialogue, intellectuel pour dire ouais non, non, on était voilà une problématique, quelles sont les solutions qu'on a trouvées, quelle application trouver, par exemple sur, comment organiser des rencontres en visio, ben, on proposait les différents outils qui existaient et surtout on faisait intervenir des gens qui expliquaient un petit peu, bah, les points positifs et les points négatifs, de chaque outil. Donc vraiment c'était un outil mutualisé où chacun apportait ses connaissances et ses compétences et bah, c'était super sympa. On s'amusait, on a essayé de donner une formule un peu, en cassant les codes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de présentation très forte. Enfin, s'il y avait une présentation formelle organisée, mais dans le discours et dans l'organisation, on a voulu vraiment laisser ça,
assez sympathique, avec des interactions. Tu vois, Valérie qui est intervenue, bah, nous aussi on le laissait, tu vois, on laissait les gens intervenir aussi parce qu'on se disait qu'il fallait pas que pendant 2 heures, on faisait enfin 1 heure et demie de format. On laissait les gens, on discutait, et puis on discutait pas avec les gens. Donc on essayait de donner un format, un format un peu informel dans l'organisation. Donc voilà, donc on a créé donc une plateforme, un site internet qui regroupait toutes les ressources de chaque structure. C'est-à-dire que moi, les ressources que j'obtenais de la part du réseau national, bah, je le mettais à disposition en fait de tout le réseau. La CRES, par exemple, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de La Réunion, elle recevait des éléments, elle les mettait en commun. C'était vraiment la mise en commun qui a souligné. Il n'y avait pas de savoir qui avait une primauté, qui était, enfin vraiment, c'était de manière très, enfin, c'était très fluide, une communication très fluide. J'insiste aussi là-dessus, dans le sens où bon, on faisait au moment qu'on souhaitait, enfin, c'était super, mais c'était super. Ce qui a pu marcher pendant le confinement, du coup, a trouvé ses limites. Et ça, c'est le deuxième point. Du coup, à la fin du confinement. C'est-à-dire qu'on a pu re-enchaîner sur 2 ou 3 webinaires à la fin du confinement en mai. Et ça s'est essoufflé dans le sens où on a tous repris nos habitudes. Malheureusement, on a tous repris notre cadre de travail. Malheureusement, je vous expliquerai après, parce que du coup, on a quitté ce format informel de se dire qu'on se réunissait, on s'envoyait un texto, tu es disponible quand? Allez, on s'envoie un. Et là, non, ça y est, là, il fallait re-rentrer dans du formel en disant bah, les gars, quand est-ce que vous êtes disponible? Allez, on envoie un Google Form pour savoir quand est-ce qu'on est disponible. Ah ouais, mais là, je peux pas parce que j'ai une réunion. Enfin, voyez, on est rentré dans une logique habituelle, enfin, un format habituel de rencontre. Et du coup, ça a cassé un peu cette dynamique un petit peu de, de, de rencontres qui étaient vraiment sous le forme de bénévolat, volontariat, etc. Et c'est redevenu du travail quelque part. Parce que ça rentrait dans un emploi du temps plus construit. Et du coup, ça s'est essoufflé à tel point que pour l'instant, malheureusement, on est au point mort du coup depuis le mois de juillet. Donc voilà, c'est triste parce qu'il y a des gens du coup qui utilisent encore la plateforme, qui nous envoient des messages pour savoir: «Oui, mais alors que j'ai des telles problématiques, qu'est-ce que vous pouvez nous comment vous pouvez nous aider?» et cetera. Et du coup, c'est un peu triste. C'est un peu triste en fait que ce collectif qui a très bien marché et qui a très bien, on avait plus d'une centaine de personnes connectées, hein, d'associations connectées à chaque webinaire. On faisait intervenir également, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fonction des thématiques, on faisait intervenir la DGSCS, des représentants du préfet. Enfin, on faisait vraiment intervenir des personnes qui savaient de quoi elles parlaient, et en fonction des thématiques. Et ça aussi, c'était intéressant, à tel point que le préfet nous a envoyé un courrier, nous a adressé un courrier à la fin du confinement, nous remerciant d'avoir mis en place cette plateforme, et que ça a permis en fait la diffusion d'informations de manière vulgarisée et accessible à chacun. Voilà. Paul, ça fait 10 minutes à peu près. J'ai respecté le cahier des charges. Merci Jimmy, c'est parfait. Alors, n'hésitez pas, oui, comme je disais, bon, à poser des questions dans le chat. On va peut-être enchaîner avec, avant de faire plus un débat ouvert où les gens pourront ouvrir le micro. On va enchaîner avec la deuxième intervention. Je voulais juste préciser, j'ai vu quelques personnes ne trouvaient pas le sondage. Alors merci à Laureline qui essaie dans le chat d'indiquer. Sur la partie droite de votre écran, en haut à droite, il y a un petit dessin, un carré, triangle et rond, et quand vous cliquez dessus, ça doit faire apparaître le sondage, un endroit, il est écrit sondage. Voilà, donc si vous voulez encore appuyer, voilà, voter sur la question qui a été posée tout à l'heure, vous la trouverez à cet endroit-là. Bon, c'est rien de... Voilà, si vous ne répondez pas, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Moi, je voulais juste appuyer sur un élément super important, je trouve, de la présentation de Jimmy, hein, c'est qu'on a vu dans cette période exceptionnelle toute une forme de souplesse et d'agilité là, qui a pu être trouvée là, entre les structures, vu le contexte, l'urgence du moment. Et puis après, on voit qu'une fois qu'à la fin du confinement, avec la reprise des fonctionnements plus classiques, ça a réintroduit une forme d'inertie et ça a mis un peu un coup d'arrêt, on espère provisoire, à cette dynamique de Casasso.
Mais en tout cas, voilà, ça nous invite à nous poser la question de comment, dans nos quotidiens de travail assez denses, d'une structure et un petit peu institutionnalisée des fois, comment nous parvenons à donner des marges de manœuvre aux équipes, peut-être plus de liberté d'action des fois pour expérimenter, pour coopérer avec des partenaires. Voilà, donc en Ouais. tout cas, moi je trouve... Si je peux compléter un petit oui, peu, bien Paul, sûr. juste pour dire aussi que, vraiment on était, il n'y a pas eu d'histoire financière également. C'est-à-dire que le site internet a été créé vraiment par de la volonté. Il y a juste Zoom, l'outil que nous avons utilisé, nous, c'était Zoom, et il fallait acheter en fait une licence qui était un peu plus intéressante pour pouvoir accepter plus de personnes. Et ça, c'est la Ligue de l'enseignement en fait qui s'est dit, bah oui, nous on a le budget, on va le prendre. Mais il n'a jamais été question en fait d'aspect financier, ne serait-ce de rétribution financière des intervenants ou des outils utilisés. Donc vraiment, c'est vrai, la communion, enfin, c'est la réaction des acteurs face à une problématique. On se disait, bah, ce format-là nous paraissait intéressant et la coopération de chacun était vraiment libre et désintéressée. Voilà, vraiment la base même associative, on va dire. C'est une réunion d'organisation désintéressée pour le bien-être de tout le monde. Oui, Voilà. merci de ces précisions, Jimmy. Je propose qu'on continue avec un témoignage, enfin, un peu sur cette même question de comment plusieurs assos on coopère. Cette fois, qui nous vient de Quimper, on va accueillir, du coup, vous êtes deux à témoigner ensemble. Bienvenue, Émilie et Guillaume. Écoutez, je vous laisse la parole. Je vous laisse vous présenter personnellement ce que vous faites dans la structure, puis présenter l'action sur laquelle vous avez travaillé. Oui, alors du coup, moi, c'est donc Émilie Mazéas, donc je travaille à la Maison des associations de Quimper, donc une maison associative. Et donc, moi, je travaille surtout sur la partie paye des associations et ressources humaines, donc sur l'accompagnement des ressources humaines. Bonjour, et donc, non, Oui. j'ai cru que Émilie continue à parler. Donc moi, je m'appelle Guillaume Hardy, je travaille également à la Maison des associations de Quimper. On est voisins de bureau, et je m'occupe d'accompagnement au sens élargi du terme, c'est-à-dire du conseil à la formation, en passant par des interventions in situ dans les structures associatives. Donc du coup, on commence. Donc par rapport, suite à la période de Covid, en fait, on a proposé en fait des espaces de rencontre entre dirigeants associatifs, donc sous forme de groupes de travail. Et donc aujourd'hui, avec Guillaume, on voulait un petit peu vous faire un retour d'expérience en fait et vous expliquer pourquoi on a organisé ces rencontres, comment on s'y est pris et qu'est-ce qu'il en est ressorti. Donc du coup, pendant et après le Covid, enfin, on a eu pas mal de retours en fait sur les ressentis exprimés de la part des associations. Donc que ce soit peur financière, savoir comment faisaient les autres, interrogation sur l'avenir, envie de faire de lobbying, etc. Et en fait, on avait le sentiment que sur notre territoire, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait autour de la coopération et que les associations étaient seules et en souffrance. Et on était d'ailleurs nous-mêmes concernés en fait par ça, en fait, par ce sentiment de solitude et de souffrance en tant qu'association. Voilà. Donc du coup, en fait, on a voulu faire un état des lieux, savoir si nos ressentis étaient fondés et profiter en quelque sorte de cet événement exceptionnel pour se réinterroger ensemble. Donc avec Guillaume, on a proposé un cycle de 3 réunions. Donc il y a eu 14 associations qui ont été présentes. Voilà un petit peu pour le contexte. Guillaume, je te laisse un petit peu expliquer comment on s'y est pris peut-être. Ouais. Ça a quelque chose à voir avec ce que raconte Jimmy, c'est-à-dire l'idée de se réunir autour d'une table, parce que du coup c'était possible, mais on n'a pas travaillé ça pendant le confinement. On était un peu comme tout le monde dans cette espèce de sidération et de panique un peu molle qui nous a tous un peu inhibés sur certaines choses. En revanche, sorti du confinement, effectivement, des sollicitations nous sont arrivés en disant mais on a besoin de se parler. Et en fait,
le besoin, il était simplement exprimé à ce niveau-là, de pouvoir échanger sur nos expériences et pouvoir en tirer des leçons et pouvoir évoluer par rapport à ça. Et sachant qu'on avait tous finalement vécu la même chose, hein, qu'il était hors de question de se dire d'être en posture de conseil ou vraiment d'accompagnement là-dessus, parce que finalement, les structures associatives, nos collègues, les autres salariés, les directions, les présidences, on a tous vécu la même chose, on l'a tous découvert ensemble, on doit tous marcher ensemble. Donc, ça a fait péter ce truc un peu de il y a des gens qui savent et qui vont affranchir ceux qui ne savent pas. On en est au même niveau et il faut qu'on se parle. Donc déjà, ça a bousculé vraiment, enfin ça a bousculé, ça a mis à jour une nouvelle façon de bosser en termes de positionnement de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment d'accompagnement à compagnonnage. On est ensemble, on s'est autant accompagné par les structures de par leur expérience et les espaces de parole qu'on a pu créer que n'importe qui d'autre, quoi. Donc voilà, le dispositif était le suivant, de se dire ok, il y a besoin de se parler, on va se retrouver sur un déroulé de réunion de trois temps de travail, on verra bien ce qu'il en sort. Et du coup, pour pouvoir s'extraire un petit peu de ce dont parlait Jimmy sur les choses très très concrètes, mais commencer à intellectualiser un petit peu les choses et à regarder ce qui nous avait manqué. Le premier temps était consacré à un temps d'expression, permettre de poser les faits et poser ce qui avait été vécu, voilà, ouvrir la porte à du déballage de situations concrètes insatisfaisantes. Un deuxième temps de travail qui était un petit peu entre parenthèses avec entre moi et Émilie, qui était un petit peu d'analyse et de problématiser un petit peu les choses, d'essayer de voir apparaître où étaient les contradictions dans ce qui avait été évoqué et qu'est-ce qui faisait vraiment problème là-dedans et comment est-ce qu'on pouvait par quel mot on pouvait attraper les problématiques. La deuxième réunion a été consacrée à ces problèmes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que d'où viennent est-ce que ça vient de problèmes techniques, de problèmes de posture, de problèmes politiques, de problèmes de sous, et dans un troisième temps, c'est de dire maintenant que faire, quoi. Une fois qu'on a posé les faits, regardé quel était le problème, analysé le pourquoi c'est comme ça, bien entendu, l'enjeu, il était d'en tirer les conclusions et d'agir et d'assumer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui en est ressorti de notre premier temps de travail, hein, des choses très qui se positionnaient un petit peu sur deux aspects. D'un côté, des aspects sociaux, économiques, hein, avec des questions d'accès aux droits, des questions de ce tri dans la masse d'infos qui était faite, qui était compliqué à faire, de compétences techniques sur des dossiers pour aller chercher les aides, hein, organiser des projets et remplir des dossiers, c'est vraiment deux choses qui sont bien différentes. De s'outiller techniquement sur, par exemple, des plans de trésorerie, des plans de comptable. Il y a plein de structures qui avaient un vrai hiatus à cet endroit-là. De faire travailler des réseaux d'entraide également, sachant que ces réseaux n'étaient pas forcément existaient de manière un petit peu verticale entre les fédés et leurs ouailles, hein, mais d'un point de vue local, hein, finalement assez peu. Et puis le fait aussi d'exister au niveau des politiques locales. Voilà. Donc, beaucoup de choses autour de cette solidarité finalement, d'accès aux droits et d'accès à cette solidarité qui ne se faisait pas. Et puis d'un autre côté, des choses extrêmement humaines en fait qui sont passées. On a tous vécu cette espèce d'intrusion un peu violente, hein, de mélange de vie privée, vie publique, vie associative, vie professionnelle, bénévolat, etc. Hein, Jimmy l'a très bien exprimé. On est dans un truc où les choses les frontières se sont complètement floutées, et du coup est apparu énormément de problèmes de liens, en fait, de liens entre les salariés, entre les salariés et les conseils d'administration, du conseil d'administration entre eux, de la structure associative avec ses adhérents, ses bénévoles, le territoire, comment est-ce qu'on fait? Et tout ça, ça a été un petit peu mis en vrac, qui nécessitait beaucoup de capacités d'adaptation des uns et des autres, et puis beaucoup de sentiments d'isolement, de solitude et de problèmes de santé également, très concrètement, malacie, la visio, etc. Enfin voilà, le télétravail a fait apparaître la question du stress, de la somatisation. Enfin, il y a plein de choses
ça qui sont sortis. Et donc apparaissait une deuxième contradiction qui était celle de la solidarité à l'intérieur de nos structures, c'est-à-dire dans nos fondements mêmes. Hein. Et c'est ces deux problématiques qu'on a essayé de mettre à jour et de voir un petit peu pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que d'un côté, on a tant de mal à faire solidarité entre nous au sein de nos organisations, et pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire solidarité entre structures et avec le territoire. Et il en est ressorti des choses de l'ordre d'un sentiment d'isolement, c'est-à-dire beaucoup ne font pas partie de réseaux. Beaucoup sont, même si ces réseaux existent et qu'on se cause et qu'on s'appelle et qu'on se téléphone, un truc de formalisme et d'efficience qui n'est pas forcément assuré. La question de la concurrence aussi, qui fait qu'on se sent un petit peu isolé, concurrence sur des appels à projets. Et puis un sentiment d'impuissance également qui est apparu, c'est-à-dire que on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Coopérer, ça veut dire prendre du temps. Coopérer, ça veut dire avoir du temps de travail qui soit à disposition. Qui dit temps de travail dit des sous derrière. Et donc un vrai sentiment d'impuissance sur la mise en place de cette coopération. Un sentiment d'inutilité aussi, c'est-à-dire que ça va, on a nos réseaux, ça va, il y a des aides. Pas besoin d'être solidaire, il y a du conseil, il y a de l'accompagnement. Finalement, on fonctionne comme des entreprises pour beaucoup. On va sur le secteur marchand parce qu'il y a de moins en moins de finances publiques, etc. Donc, finalement, on a envie de solidarité, mais il y avait ce truc de à quoi bon et est-ce que ça va vraiment solutionner les choses. Et puis enfin, un sentiment de peur également. Peur de devoir licencier, peur de se faire bouffer, peur de disparaître, peur de se retrouver embarqué dans des choses qui un peu nous dépassent. Et du coup, nous, on s'est retrouvés avec l'espace associatif et avec Imini sur ce truc-là de comment est-ce qu'on accompagne ces choses-là. On accompagne, on est en compagnonnage et comment est-ce qu'on fait pour retisser ces liens de solidarité internes et externes. Et là, on essaie de convoquer un autre concept qui était celui plutôt d'antifragilité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, le peuplier, il est fragile, il y a un gros coup de vent, il casse. Le chêne, il est robuste. Il y a du vent, il ne cassera pas. Mais s'il y a trop de vent et si c'est la tempête, vraiment, il va se retrouver lui aussi par terre. En revanche, entre le robuste et le fragile, il y avait l'antifragile et c'est un peu le tamarindéo. C'est-à-dire que lui, il prend le cyclone, il se couche et il continue à pousser, coucher, à se renforcer, coucher et à continuer à pousser et à continuer même à se renforcer par les chocs, par l'imprévu, par les aléas et par ça. Et donc, on s'est retrouvé à être là-dessus, c'est-à-dire, OK, on fait compagnonnage sur le fait de pouvoir se renforcer, apprendre des chocs, apprendre de l'imprévu. Et voilà. Donc, du coup, il en est ressorti des propositions de travail qui sont en cours, sur lesquelles je vais laisser Émilie peut-être conclure sur ce qu'on s'est proposé à l'issue de ces 2 réunions pour pouvoir mettre en œuvre un petit peu ces aspects-là. Oui, alors, surtout à la dernière réunion, on a voulu, hop, j'ai un appel, excusez-moi. Donc, on a voulu aussi clarifier sur ce qu'on était capable de faire aussi à l'espace associatif avec nos moyens actuels, et parce qu'il y avait quand même une attente assez importante donc de la part des associations sur les têtes de réseau, parce que parmi les associations, il y avait également une association d'un réseau ESS. Donc, on était vraiment les 2 têtes de réseau. Il y avait une assez forte attente de leur part sur un soutien ou en tout cas un enclenchement de quelque chose. Donc, on a voulu aussi montrer quels étaient nos moyens et proposer des choses avec nos moyens. Du coup, c'est vrai qu'on a proposé une plateforme un petit peu comme dans l'idée de Casasso. Mais de notre côté, ça n'a pas du tout pris. Les gens n'étaient pas du tout pour avoir une plateforme comme ça, parce qu'il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà tellement de choses, on est déjà tellement sur l'ordinateur finalement que l'idée n'a pas du tout pris. Par contre, on a ressenti un réel besoin en fait de se rencontrer, donc en dehors des périodes compliquées comme le Covid, mais entre pairs, donc soit les directions, les présidences sur des sujets vraiment précis. Donc, c'est un sujet qui est ressorti, c'était comment remobiliser par exemple ses bénévoles ou mobiliser à l'AG, etc.
Et il y avait également un besoin de créer du lien autour d'un projet commun. En fait, les associations avaient vraiment envie de faire quelque chose ensemble, comme un forum, par exemple, des associations sur l'espace public, montrer ce que chaque association fait et pouvoir aussi interpeller les pouvoirs publics, leur montrer ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire et de pouvoir aussi donner la parole aux habitants. Voilà en gros ce qui est ressorti au niveau des propositions. Là, c'est en train de se monter au fur et à mesure. Là, on va proposer du coup prochainement là, une réunion, une rencontre entre pairs, justement. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, Guillaume. Oui, c'est ça, ouais, de pouvoir. Ça a posé, non, juste pour peut-être pour conclure, je sais pas où on en est du temps, mais ça a posé deux questions, enfin de perplexité, on va dire. D'abord, la question de la solidarité et de la coopération, comme étant pas une fin en soi, mais qui étant bien une manière de travailler et une manière de faire. Voilà, se dire il faut faire de la coopération, ça suffit pas. Il faut qu'on ait un projet commun et ce projet commun, on va le dérouler et on va le réaliser sur un mode coopératif, etc. Mais il y avait beaucoup cette contradiction de dire il faut faire de la coopération, mais sans trop savoir derrière ce qu'on voulait faire. Et puis ça posait la deuxième question qui était celle du leadership aussi, c'est-à-dire que il faut bien mettre du charbon dans la machine, il faut bien convoquer des gens, les inviter, il faut bien préparer des ordres du jour et des comptes rendus, etc. Donc toute cette mécanique et l'initiative, en fait, beaucoup des participants attendaient énormément de nous, tout en demandant qu'il y ait de la solidarité qui soit faite aussi entre eux. Donc voilà, nous on a un petit peu botté en touche en disant mais vous voulez vous rencontrer, rencontrez-vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'un mail d'invitation de notre part pour vous rencontrer. On a des salles, vous avez les clés, vous connaissez la maison. Donc voilà, il y a ce truc qui est un petit peu au travail. Et puis aussi le fait de pouvoir exister localement, le fait que ces réseaux locaux puissent exister localement est vraiment une demande importante de se dire ok, on est regardé un petit peu de haut ou comme une charge pour la société quand tout va bien. Les associations coûtent cher, le bénévolat ce serait mieux, le salariat ça coûte un bras et puis il faut des subventions, etc. Et dès que les choses partent un petit peu en vrille, on dit que les assos sont super, on fait des articles dans les journaux et on décerne des prix et des médailles. Donc il y avait un petit peu ce truc-là qui n'est pas résolu, qui est encore au travail et sur lesquels nous on continue à trouvailler, entre bricoler, entre trouver et travailler avec eux pour essayer de continuer à accompagner cette antifragilité, cette résilience au niveau de nos territoires. Voilà. Concernant Paul. Ouais, merci Guillaume et Émilie. C'est vrai que vous m'aviez, quand on avait préparé l'intervention, vous me disiez c'est vrai que ça va continuer, vous allez continuer à regrouper maintenant un groupe alors je ne sais plus comment vous l'aviez nommé, mais essayer de faire travailler ensemble, je ne sais plus si c'était des responsables ou des directeurs de structure, mais enfin on sent que du coup il y a une suite, vous allez avoir un processus qui a été collectivement choisi pour ne plus se retrouver dans une situation de fragilité. Alors je le dis sans doute pas aussi bien que vous, mais je ne sais pas si vous voulez préciser peut-être un peu les prochains temps ou pas pour voir comment ça s'incarne pratiquement. Je vous laisse libre à vous. Fin de semaine prochaine, on avait prévu de se réunir pour un premier temps d'échanges, de discussions autour de l'organisation en structure collégiale qui pouvait être une façon de répondre à ce truc descendant qui n'a pas forcément fonctionné dans un certain nombre de structures. Et puis l'idée de proposer des temps réguliers, en invitant des gens qui fonctionnent, là par exemple en collégial, qui puissent raconter un peu comment ça marche, en quoi pour eux ça a résolu, ça leur a évité un certain nombre d'écueils dans les périodes de confinement. Il y aura d'autres thématiques qui vont être développées.
Donc, nous, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de prendre en charge à l'espace associatif. Donc, on n'a pas trouvé de nom. On est encore, on n'a pas trouvé de nom malin et chouette. Donc, on va faire un appel là-dessus. Un deuxième truc qui était de pouvoir continuer à réexister, à nouveau exister sur l'espace public de manière collective sur la Cornouaille, sur Quimper. Ça, on a dit, ça c'est une question qui est à l'endroit de notre conseil d'administration et notre direction, à prendre en charge ce genre de choses et à se mettre à égalité avec les autres structures et puis de pouvoir organiser ça. Donc, pour l'instant, ce projet-là, il est posé sur la table. Il a été identifié et validé par les groupes comme étant quelque chose d'intéressant et d'important à mettre en œuvre. Pour l'instant, en ce qui est en termes de modalités de travail et si on fait un go, no go pour organiser un truc au printemps, c'est pas fait, c'est pas décidé, mais voilà. Nous, on ne souhaite pas forcer ça. On ne souhaite pas non plus, en tant que nous, de notre position d'accompagnateur, être particulièrement moteur là-dessus, parce qu'on estime que en réponse à la demande d'avoir des choses beaucoup plus horizontales, nous, on est capable d'accompagner ça, mais on ne va pas prendre d'initiative, voilà, sur ce truc-là. On soufflera sur les braises, mais on ne craquera pas à l'allumette, quoi. Donc voilà où on en est sur le sujet. Merci. Tu as cité à 2 reprises Gini, Guillaume. Alors, je ne sais pas si c'est une référence, en tout cas, moi, je ne la connaissais pas. N'hésite pas à nous partager des choses dans le chat. Je ne sais pas, je t'ai entendu dire Gini, au bout d'un moment, tu as cité. J'ai mal compris. Je sais pas si j'ai cité Jimmy Begg. Ah, tu as dit Jimmy. Pardon, mais oui, c'est autant pour moi, excuse-moi. Et voilà, Jimmy, mais tu es donc devenu une référence en soi. Autant pour moi. Par contre, je rejoins totalement, excuse-moi Paul, je rejoins totalement. Bien sûr. Je rejoins, tu sais pourquoi? Parce que il parlait de leadership et je pense que ce manque de leadership, du coup, à la suite et à la fin du confinement, fait que comme il n'y a personne qui était dans notre opération, personne qui prenait le dessus, pour que ça perdure dans le temps, il faudra quand même qu'une structure prenne le relais, récupère le dispositif Casasso et l'anime. Et Guillaume a raison aussi. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui maintenant, du coup, suive et anime ce dispositif, chose qui n'avait pas besoin de le faire en temps de confinement, mais hors temps de confinement, lorsque tout le monde est revenu dans un mode normal, il faut quand même quelqu'un qui organise les structures. Et là, je te rejoins totalement, Guillaume. Là, les associations eux-mêmes, ils ont besoin de cadres et ils ont besoin d'être aiguillés. Et donc, il faut une tête de réseau ou une tête pensante qui organise et structure la chose. Et, voilà. Et là où nous, on a été vigilants, c'est se dire, nous, dans la question du confinement, dans la question du déconfinement et du reconfinement et du redéconfinement, etc., on n'est pas plus légitime que d'autres à animer un truc d'existence locale d'un réseau horizontal qui fasse poids vis-à-vis des autorités. On peut être dedans, on pourra difficilement être locomotive. En tout cas, on s'est mis un petit peu en retrait par rapport à ça. Mais du coup, on voit bien que c'est peut-être pas forcément non plus la solution. En tout cas, on ne se sentait pas avoir plus de légitimité que le centre social d'à côté, que la troupe de théâtre machin, que l'association d'éducation populaire d'à côté, pour être leader là-dessus, quoi. C'est peut-être une erreur de jugement de notre part, hein, mais c'était parti pris dès le démarrage. Ouais, moi je voulais rebondir, appuyer, c'est vrai que là vous lancez un petit peu le débat et du coup, bien sûr, on va inviter tout un chacun à y participer. N'hésitez pas maintenant justement à lever les mains, ça vous permettra d'ouvrir je vous identifie pour vous passer la parole, lever le micro, allumer les micros et parler. Moi, minima, je voulais souligner, il y a quand même une différence entre les 2 projets là qui ont été présentés, puisque dans le cas de Casasso, assez rapidement, il y a eu un passage à l'action. Il a été identifié une manière d'opérer, du coup, d'être dans
quelque chose voilà, de concret, de palpable. Dans le cas de Quimper, il y a eu un processus où justement, c'est pas paru directement hein, face à ces situations insatisfaisantes vécues par les assos. Mais du coup, quand même, en tant qu'accompagnateur, et c'est vrai que là, moi, je pense que vous avez eu une forme de légitimité, c'est que vous avez su apporter une méthode, des outils un peu d'intelligence collective qui ont fait émerger sur le long terme ceux qui maintenant commencent à ressembler à des possibles actions via des groupes de travail, via une attente peut-être envers le CA de la MDA qui va être formulé bientôt sur des enjeux un peu politiques. Voilà, donc d'une certaine manière, je pense qu'il y a à minima une légitimité de cet ordre-là, d'être capable d'avoir entraîné tout ça. Et voilà, puis j'en profite pour appuyer un petit peu sur moi ce que je trouvais super intéressant aussi dans votre expérience, c'est pour formuler avec d'autres mots, je trouve que c'est un peu comme vous avez fait une sorte de recherche et développement social. C'est-à-dire que vous avez misé sur du temps. Alors, le fait d'être une structure d'accompagnement, donc vous êtes un peu financé pour du temps en contact avec les assos, vous vous êtes permis voilà, de travailler de cette manière-là. Et j'appuie dessus parce que là, on est dans une période où ça fait quelques petites années où des réseaux d'acteurs de développement du territoire, alors nous, on est sur la question associative, mais il n'y a pas que nous, insiste sur ce besoin de pouvoir financer des phases un peu d'émergence. On parle d'ingénierie relationnelle. C'est un peu cette étape préalable pour apprendre à se connaître et pour après, jailliront des projets. Alors ça, des financements pour des projets, on connaît tous, on en mobilise tous voilà, tout au long de l'année. Par contre, aujourd'hui, justement, ce qui a été mis en lumière, on commence à voir émerger quelques fonds spécifiques là-dessus. C'est des fonds qui se mettent à financer ces phases un peu préalables de réflexion qui vont faire créer un petit peu voilà, l'émergence, la coopération, l'intelligence collective. Et voilà, et du coup, vous, à Quimper, vous avez été en capacité de le faire parce que vous êtes accompagnateur et en capacité de donner un petit peu de temps. Alors, ça pose la question, bien sûr, pour la suite. Voilà, est-ce que vous aurez le temps, la capacité, l'envie, la légitimité de le faire sur tout ce qui est attendu par les assos, mais voilà, en tout cas, vous avez su le faire à un moment donné. Voilà, je parle beaucoup, mais j'invite à qui le veut parmi tous les Aurélie avait une participants question, il me à lever semble. la main. Oui, alors c'est vrai que j'ai changé, excusez-moi, mon mode d'affichage d'écran, histoire de bien voir les mains qui se lèvent. Si Émilie, ouais, n'hésite pas, si tu veux être un petit peu co-animatrice, tu vois des mains qui se lèvent, n'hésite pas non plus à suggérer à des personnes à parler, hein, ou toi, bien sûr, si tu as des choses à rajouter. Ce que je voulais rajouter aussi également, Paul, c'est que l'organisation en fait totalement informelle qui a eu lieu hein, lors du début du confinement, des fois c'est fait un petit peu hors cadre réglementaire de travail. C'est-à-dire que moi des fois j'intervenais, mais j'avais pas forcément la légitimité ni l'accord en fait écrite de mon conseil d'administration. J'intervenais, mais il y avait un mélange d'interventions dites professionnelles de le cadre de mes fonctions, mais je le faisais aussi parce que ça me plaisait en fait d'intervenir là-dessus. Et on était nombreux aussi à intervenir, mais tu vois, on était vraiment borderline sur l'intervention officielle de la structure, mais sans. On intervenait officiellement au nom de nos structures, mais sans forcément en avoir eu l'accord au préalable de notre conseil d'administration enfin, tu vois, c'était vraiment un petit peu de se dire, ça fait partie de notre cadre de compétences et notre cadre de mission, mais voilà, on a avancé parce qu'on se disait que c'était la réponse à apporter pour le moment et que ça correspondait à. Mais ça pouvait être dangereux, ça pourrait être dangereux parce que ça aurait pu être reproché de dire, bah oui, mais à quel titre tu interviens, qui t'a donné l'autorisation d'intervenir, ça aurait même pu être, pourquoi tu es intervenu avec un tel parce que du coup, on ne travaille pas avec ces personnes-là habituellement. Enfin, alors que finalement, il n'y a pas eu de souci, hein. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu de souci. Mais, mais ça aurait pu l'être parce qu'on intervenait un petit peu hors champ réglementaire ou hors cadre, où on n'avait pas posé, on ne disait pas, oui, j'ai telle réunion avec quelqu'un tel, je vais intervenir voilà, sur tel sujet. Tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment hors champ. On était vraiment dans un cadre exceptionnel. Voilà. Laureline, tu vas lever la main, je t'en prie, je t'invite à rebondir. Je voulais rebondir sur le côté leadership, qui avait besoin pour coopérer, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui prenne le relais de porter le projet de coopération, enfin de faire
pardon, des choses ensemble. Pour donner l'exemple, pas la cabane à projet pour laquelle je suis là aujourd'hui, mais pour le collectif pour lequel je travaille, donc qui est un collectif d'associations d'une vingtaine d'associations. Effectivement, au début, le côté informel a bien marché, mais il a été nécessaire pour pouvoir passer à l'action et pouvoir mettre en place des projets concrètement ensemble, de créer une structure, donc créer une association et un système de gouvernance qui est du coup horizontal, puisque c'est une gouvernance collégiale complète des 20 associations. Mais voilà, il a quand même fallu créer une structure et agir au nom de cette structure-là et de pouvoir interpeller éventuellement des collectivités et de pouvoir mettre en place des choses au nom de cette structure-là et non pas au nom de chacune des associations parties prenantes de ce collectif. Enfin, je ne sais pas si ça nourrit les échanges précédents et ce questionnement de légitimité et de place, finalement, d'agir pour le collectif et au nom du collectif et non pas au nom de sa propre structure, ça aide, je pense, à passer à l'action. Voilà ce que je voulais dire. Je rends la parole. Oui, merci Laureline de ce témoignage. C'est assez complémentaire sur la manière de voir les choses et de percevoir nos rôles. Je vois Christine également qui a levé la main. Je t'en prie, Christine. Oui. Alors moi je voulais peut-être préciser quand même d'où je parle parce que moi je suis plutôt du côté de la collectivité, mais ce que je voulais réagir sur deux aspects, sur la question du leadership et puis de l'expérience qui a été présentée et de l'interrogation sur est-ce que la maison des assos est légitime. Enfin, moi, je suis convaincue, si personne ne prend le leadership, les choses ne vont pas fonctionner et avancer. Et je trouve qu'une maison des assos sur un territoire, pour fédérer un peu des structures et les emmener collectivement vers la résolution de problématiques de type solidarité entre assos et machin, enfin, pour moi, c'est assez évident que la maison des assos, elle a une légitimité, quoi. Parce que sinon, pourquoi aussi on a une maison des assos, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est important que quelqu'un le porte, quoi. Parce que pour avancer, s'il n'y a pas de leadership, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, deuxième chose, plutôt sur la question de l'innovation au regard des deux expériences, etc. C'est vrai que souvent, dans une situation de crise, et puis là, la crise sanitaire nous l'a bien montré, hein, on est souvent, quand on est acculé au pied du mur, qu'on est inventif et puis qu'on produit de l'innovation et des manières de faire différentes. Mais je crois que c'est aussi quelque chose qui peut se cultiver sur des périodes plus classiques, quand dans les structures, on accepte de jouer un peu avec les limites de notre cadre, quoi. Hein, et très souvent, on se rend compte, alors voilà, je parle à partir d'expériences dans une collectivité, mais je pense que dans une structure associative, c'est un peu pareil, quoi. Hein. Il faut des fois un peu oser de jouer avec les limites. Et très souvent, on se rend compte que, que au regard de ce que ça produit, c'est accepté et c'est plutôt souvent bienvenu. Et j'aurais tendance à penser que il faut pas se le limiter qu'aux périodes de crise, quoi. Hein, enfin, et ça nous appartient aussi à chacun de se dire, ben oui, très souvent, ça vaut quand même le coup d'aller un peu aux limites de notre cadre pour inventer des choses qui nous semblent plus pertinentes que par rapport à un fonctionnement plus classique. Voilà. Et après, je voulais juste revenir là sur la question du leadership, etc. Très souvent aussi, des partenaires divers qui sont, qui campent un peu sur certaines postures de collaboration ou de non-collaboration, attendent justement que quelqu'un prenne un peu le leadership pour permettre de libérer un peu les énergies, quoi. Enfin, voilà. Donc, je me dis, enfin, cette question-là me semble vraiment importante sur une approche un peu de développement territorial. Et je trouve que c'est intéressant qu'on se la pose ensemble, quoi, parce que et qu'éventuellement on la travaille pour avancer sur un territoire, quoi. Voilà.
Bien, peut-être, effectivement, tu as raison. Oui, merci J'y Christine. vais un peu sauvagement, je suis désolé, Paul, je te coupe la parole, mais c'est effectivement Je t'en prie. pour réexpliciter un petit peu cette question du leadership, mais aussi elle nous a complètement laissé perplexes. Il ne s'agissait pas, pour nous, d'où on parlait en tant que salariés de l'espace associatif, de se poser sur ce leadership-là, mais de le retransmettre à une échelle qui nous semblait être plus pertinente, qui était à l'endroit du conseil d'administration ou de la direction, qui puisse prendre les choses. Ça, c'était une première chose qui a fait que nous, on était simplement, effectivement, comme disait Paul, dans cette posture de faire émerger de la parole, faire de l'analyse collective, aider à faire prendre des décisions. D'un autre côté, il y avait beaucoup dans le discours de prise de parole qui avait tendance à blâmer un petit peu le gouvernement, à blâmer les pangolins-garous, à blâmer les Illuminati, Big Pharma, etc., le système d'une manière générale, qui faisait que on s'est dit, OK, il ne faut pas, à un moment donné, il faut aussi, nous, dans notre posture d'accompagnement, accompagner les gens à se positionner, à trouver eux-mêmes des solutions et à se décaler un petit peu de ce rôle-là d'apporteur de solutions toutes faites. Et on avait en tête, enfin moi j'avais en tête derrière ça aussi des exemples, plein d'exemples, quelques exemples en tout cas, qui existaient de mouvements un petit peu de solidarité locale, de prise de parole politique forte, d'existence sur l'espace public, de poids au niveau des collectivités qui se passaient en dehors de structures institutionnelles. Et il y avait ce besoin aussi des gens de se retrouver sur des espaces de parole en dehors de l'institution. Et l'espace associatif étant, malgré le fait que nous soyons une structure associative, vue comme étant une structure institutionnelle malgré tout, on ne voulait pas mettre le pied dans la porte non plus trop fort à cet endroit-là et s'affirmer comme leader naturel du truc. Donc on était, voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu louvoyé dans ce truc-là et qu'on l'a laissé et qui est finalement, au total, on est très content parce que du coup, ça permet effectivement de poser ce débat-là, d'en discuter, de ne pas se précipiter sur des réflexes et sur des automatismes qu'on pourrait avoir et de repenser des questions de coopération locale qui peuvent se faire. Nous, on peut avoir du poids, on peut mettre en place des compétences d'organisation, des compétences des salles, de l'intelligence collective, hein, d'appuyer les leaders, voilà, se positionner dans un rôle où nous, on est en mesure, on va accompagner les leaders d'un mouvement, mais sans se mettre dans ce truc de leadership. C'est le choix un petit peu qu'on avait fait et qui fait que pour l'instant, sur la question de l'existence publique, rien n'existe concrètement et malgré tout, ça va pas bouger. Donc voilà, il y a débat, il y a ça, mais la proposition d'organiser quelque chose concret, matériel, une fête des assauts, une prise de rue, etc., au pouvoir public ne s'est concrètement pas faite. Donc effectivement, c'est peut-être un choix, un mauvais choix qu'on a fait. Mais on a essayé de résister à ces automatismes aussi de posture. Merci pour ces éléments de débat là, puisqu'on fait cette question là du coup un peu c'est une sorte de leadership mais sans pouvoir, un peu comment on arrive à faciliter, pas prendre trop de place mais quand même en prendre un petit peu. Voilà, l'enjeu ressort très fortement. Alors Christine, juste avant, tu nous as fait un peu un teaser parce que tu as exprimé voilà des questionnements. Tu vas intervenir Christine un peu plus tard dans la table ronde parce qu'à Mulhouse, vous avez une assez grosse culture justement pour essayer de bouger les cadres, t'appuyer là-dessus, comment des fois on se permet d'en sortir. Donc ton témoignage de plusieurs années va nous éclairer. Avant cela, je sais qu'il il est déjà 15h05, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. On va donc entamer la deuxième séquence et du coup, je vais proposer à Valérie Fernandez de la ville de Martigues de pouvoir témoigner de la dynamique de travail que tu sais, puisqu'on l'avait discuté en amont, Valérie, elle est fort intéressante. Alors, je sais que Valérie, au bout d'un moment, ça a déconnecté, ça a reconnecté. Je croise les doigts là pour que tu sois bien dans la salle, que tout marche.
Écoute Valérie, je te laisse nous faire signe et puis prendre la parole dès que c'est possible. Donc, moi, je vous entends, je ne vous vois pas. Ah mince. Alors Valérie, tu as commencé, on t'entendait, et d'un coup, tu as disparu. Bah mince, on a beau faire, vous savez, des préparatifs techniques en amont, essayer de tout blinder, il peut toujours y avoir des couacs. Alors, écoutez, si Valérie, tu arrives pas à reprendre tout de suite la main ou la connexion, on va plutôt peut-être faire dans l'autre sens, du coup, et proposer à Christine de ne pas nous laisser plus de suspense. Et Christine, je te propose voilà, de rebrancher ta webcam, parfait, ton Oui. micro. Et merci du coup de ton témoignage. Je te laisse la parole. Oui. Alors, juste pour préciser, parce que sur ta diapo, c'est marqué Agence de la participation citoyenne. Donc, moi, j'ai été directrice de l'agence pendant 4-5 ans, là, sur le dernier mandat. Mais depuis 2019, j'ai pris en charge l'animation, enfin déjà la construction et l'animation d'une nouvelle direction qui s'appelle Cohésion sociale et vie des quartiers à la ville de Mulhouse et qui gère dans cette direction le carré des associations, mais qui a du coup des liens très forts avec l'Agence de la participation citoyenne, et puis également le service qui assure le lien avec les centres sociaux. Hein. On est sur un territoire à Mulhouse où on a 8 centres sociaux. La ville est vraiment couverte en totalité par des centres sociaux. Et puis aussi le service politique de la ville. Voilà, ça permet de situer un peu d'où je parle. Donc, avec une évolution sur le dernier mandat, plutôt l'Agence de la participation citoyenne et le carré des associations. Et puis, depuis la fin du mandat, ces deux services complémentaires qui sont venus rejoindre la direction et qui aujourd'hui travaillent en lien étroit avec une seule adjointe qui a l'ensemble de ces délégations, qui est présidente de l'Agence de la participation citoyenne et puis qui est sur la vie associative depuis quelques années aussi, quoi. Voilà. Donc, le constat qu'on a fait pendant la crise, le confinement, hein, avec notamment l'adjointe, on a repéré que dans cette période-là, il y a eu mobilisation de pas mal de, on va dire, de forces bénévoles, mais qui étaient liées au fait que pas mal de personnes, pas mal staffées, étaient soit en télétravail, soit sans activité chez elles, et que ça a permis de développer des projets des projets citoyens ou associatifs assez puissants sur la mise en place, l'amorçage d'une filière textile qui a commencé par fabriquer des masques, mais qui aujourd'hui perdure sur d'autres sujets. La mobilisation de petites structures aussi qui ont fabriqué, par exemple, comment on appelle ça, des visières, etc. Donc, des groupes d'habitants comme ça qui se sont organisés très, très, très rapidement pour faire face. Alors, il se trouve qu'on était un peu dans l'œil du cyclone, donc ça a d'autant plus mobilisé les énergies. Et puis, de notre côté, on a essayé d'accompagner du mieux qu'on pouvait pour permettre à ces initiatives de prendre de l'ampleur. Et comme l'agence est un outil un peu plus souple qu'une grosse collectivité pour prendre des décisions, c'est notamment à travers l'agence qu'on a accompagné aussi financièrement la montée en puissance de ce type de projet. Donc ça, c'était un premier constat qu'on a fait sur le fait de, quand on arrive à capter un peu des compétences intéressantes sur un territoire pour permettre à des projets de cranter, ça produit des choses assez intéressantes. Ça, c'est le premier constat qu'on a fait au regard de cette crise. Et le deuxième, il se trouve que juste avant le confinement, on était donc en fin de mandat, l'adjointe a récupéré la délégation des centres sociaux. Et au début du confinement, on s'est dit, on a la chance sur notre territoire d'avoir un maillage assez important avec les centres sociaux qui sont
fortement financé par la collectivité, bien évidemment par la CAF aussi, mais par la collectivité. Et donc, on a une certaine légitimité à les interpeller. Et donc, assez rapidement, au début du confinement, on a proposé à l'ensemble des centres sociaux d'avoir une visio hebdomadaire pour faire le point sur la situation dans les quartiers, les difficultés qu'ils repéraient, puisqu'ils sont un peu plus près du terrain que nous dans certains quartiers. On a fait le lien avec aussi notre service de l'action sociale pour faire circuler les informations. On a fait assez rapidement un vadémécum qui synthétisait un petit peu toutes les infos sur qui fait quoi par rapport notamment aux personnes le plus en difficulté. On a monté une plateforme pour mettre en relation les gens qui étaient prêts à donner des coups de main pour des personnes isolées, en difficulté, etc. Et puis, on a impulsé cette visio avec les centres sociaux qui, au démarrage, a été, on était dans des échanges un peu guindés sur la réserve, parce que c'était un peu une première de réunir l'ensemble des directeurs autour de la table sans forcément l'intermédiaire de l'union départementale, et puis sans forcément toujours préparer en amont les échanges, etc. Et puis il se trouve qu'en plus, dans le réseau, on avait 2 nouveaux directeurs qui arrivaient et donc qui se sentaient aussi assez libres d'échanger. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au bout de 2 ou 3 visios, les relations sont devenues beaucoup plus spontanées, les discussions plus faciles, on identifiait des difficultés, on s'interrogeait ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qui pourrait faire ceci, cela, etc. Si bien qu'au bout de quelques semaines, l'État nous a demandé de nous rejoindre, la CAF aussi, puisque les infos circulent, et puis et donc, il y a commencé à y avoir un peu d'échanges. Par exemple, un centre social qui avait élaboré un livret pour les personnes âgées pour leur diffuser dans les boîtes aux lettres de l'info, aussi des propositions d'activités, etc. Ils ont proposé de partager avec d'autres pour que tout le monde ne refasse pas forcément la même chose. Enfin, voilà, il y a commencé à y avoir un peu de mutualisation. Et puis, à la sortie du confinement, la tendance, comme vous l'avez évoqué déjà précédemment, c'était de se dire on n'a plus forcément besoin, en tous les cas pas forcément au même rythme, etc. On a une adjointe qui a dit mais si, il faut maintenir, et puis c'est pas grave, on garde le rendez-vous, s'il n'y a pas de sujet à évoquer, c'est pas grave. Au bout de 20 minutes, on arrête, mais c'est important de garder cette dynamique. Donc, pour dire que, et aujourd'hui, juste pour la petite histoire, c'est ensuite comme ça qu'on a monté ensemble des réponses du territoire sur les colos apprenantes, par exemple, pour l'été, qu'on a construit des programmes partagés par quartier un peu sur les programmes d'été dans nos quartiers avec les centres sociaux, les services de la ville, mais aussi d'autres associations qu'on a mobilisées via l'appel à projet de la politique de la ville. Et aujourd'hui, en tous les cas, le Zoom avec les centres sociaux, il est maintenu, il a lieu tous les 15 jours. Et entre-temps, on a monté un plan projet pour co-construire un peu certains axes des projets sociaux dont les centres sociaux sont en cours de redéfinition là, en essayant d'y entraîner des adjoints thématiques de la collectivité, et on a fait un premier séminaire de travail équipe de la collectivité et équipe des centres sociaux pour travailler sur 4 axes de leur projet social à venir, pour voir comment on peut construire des réponses collectives en mutualisant nos approches et nos moyens sur le territoire. Voilà, donc c'est pour illustrer le fait que, effectivement, les situations de crise, elles permettent sans aucun doute d'innover dans les pratiques parce qu'on est tous un peu ensemble au pied du mur. Et ensuite, le constat que je fais, ensuite, c'est important effectivement de s'organiser, de se donner un cadre de travail qui permet éventuellement de faire perdurer ce mode de fonctionnement dans la durée. Après, c'est sûr, pour nous, c'est plus facile quand vous avez
une adjointe qui porte très fortement cet objectif-là et qui est présente à nos côtés lors, par exemple, de ces visios qui aujourd'hui ont lieu à peu près tous les 15 jours, quoi. Voilà, ça c'était juste pour pointer ce que permet éventuellement la situation de crise. Après, quand même, pour aller un peu plus loin sur la transformation un peu des pratiques, hein, c'est ce que je disais à Paul quand on préparait. À Mulhouse, on n'est pas parti non plus de rien, quoi, quand la crise est arrivée, hein. Ça faisait un mandat qu'à travers la mise en place de l'agence de la participation citoyenne, on avait un peu labouré le terrain sur comment permettre l'émergence dans les territoires, dans nos quartiers, des initiatives citoyennes, comment mieux les accompagner, comment les connecter éventuellement avec plutôt du développement ou de l'initiative associative, et comment s'organiser sur notre territoire pour essayer de conjuguer un peu nos forces avec des partenaires un peu différents, de type Fondation de France, de type Alsace Active, de type les structures qui font l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, hein, en se disant si on veut développer une culture de l'entrepreneuriat sur notre territoire et notamment dans nos nombreux quartiers QPV à Mulhouse, il faut qu'on saisisse la balle au bond dès l'émergence d'initiatives citoyennes pour éventuellement les accompagner et les emmener vers des projets plus collectifs qui peuvent demain être des projets associatifs ou après-demain être des projets d'entrepreneuriat. Donc ça, c'était un peu la réflexion à laquelle on est arrivé à la fin du mandat précédent, avec et le constat de la crise. On s'est reposé la question en se disant, parce qu'on s'est aussi rendu compte à la fin du confinement, quand les personnes un peu engagées sur des projets solidaires sont reparties au travail, eh bien que c'était pas si simple que ça d'arriver dans la durée à mobiliser des compétences pour permettre à des projets de se muscler et de monter en gamme ou en tous les cas de prendre de l'ampleur. Et donc aujourd'hui, on essaye de déployer un peu une stratégie qui permet de mutualiser les approches en termes de vie associative, initiatives citoyennes, politique de la ville, centres sociaux. On est sur un projet financé par l'Enreprusse sur le quartier Briand, où on développe aussi et on expérimente aussi un partenariat public-privé. On est sur un projet là on peut dire, de quasi-copilotage entre des services de la collectivité, Tubaï Alsace Active qui nous aide à accompagner des porteurs de projets pour venir nourrir un projet de transformation d'un quartier, et où on passe en délibération au mois de décembre, là, un projet de convention de consortium. Ça a un nom un peu, un peu barbare, hein, mais c'est une convention de partenariat un peu public-privé sur du copilotage de projet, et où on explicite qui fait quoi dans le pilotage du projet, l'accompagnement des porteurs de projets, et la transformation d'un certain nombre de locaux pour accompagner les projets qui veulent s'installer dans ce quartier-là. On peut dire cette approche-là, aujourd'hui, elle est aussi en train d'irriguer dans la collectivité, ce qui est assez intéressant, hein, puisque on a un projet de mandat, un projet politique qui, sur ce que vous avez peut-être déjà entendu aussi comparé à Paris, on a des élus qui portent l'ambition de la ville du quart d'heure initiée par Carlos Moreno, et donc là il y a une réflexion en interne de la collectivité pour organiser de manière un peu systématique une organisation en mode projet
et en mode transversal sur un peu des piliers du projet du mandat. Alors, ça concerne le programme de renouvellement urbain, mais ça concerne aussi la nature en ville, ça concerne la transformation un peu du centre-ville, enfin voilà, des projets comme ça qui sont plutôt des projets urbains, mais avec aussi la volonté d'inclure dans ces démarches-là à chaque fois la question de la participation des habitants à travers des initiatives citoyennes, mais aussi associatives et d'acteurs privés. Alors, je n'ai pas surveillé l'heure, mais je vais finir par un ou deux éléments qui me semblent importants dans l'accompagnement de ce type d'objectifs un peu et de démarches, hein, et qu'on a initié déjà un peu sur la fin du mandat et qu'on remet aujourd'hui un peu sur la table, qui est la question de la formation et de l'accompagnement des équipes à la transformation de ce type de pratique. À titre d'illustration, on avait initié, je crois que c'était en 2018, avec une structure alsacienne, la mise en place d'un groupe apprenant interinstitution sur notre territoire. Donc un groupe apprenant composé d'agents de l'Agence de la participation citoyenne, de 2 ou 3 services de la collectivité, mais aussi de 3 centres sociaux et d'une structure qui gère du CHRS, dans l'idée de se dire si on veut que nos équipes collaborent davantage sur le territoire et notamment peut-être secteur par secteur ou quartier par quartier, c'est important qu'ils se connaissent mieux, qu'ils aient un peu une culture partagée, qu'ils expérimentent éventuellement ensemble des actions d'accompagnement à des démarches collectives, à de la concertation citoyenne, etc. Et donc, sur 18 mois, on a engagé un travail, on va dire, de formation par l'action pour accompagner des équipes dans, voilà, comment ensemble on peut expérimenter dans ce type d'objectif et comment ensemble on peut apprendre des uns et des autres pour développer du projet collectif sur nos territoires. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près rapidement le tour de ce que je voulais un peu évoquer. 6 derniers points aussi, ce que nous a appris aussi, enfin, et la résolution, on va dire, qu'on a pris aussi avec l'adjointe en ce début de mandat, c'est de se dire, à Mulhouse, on est très pragmatique, et puis quand on a une idée, on se lance un peu, et puis on voit ce que ça donne, et on a un peu tendance à pas forcément prendre toujours beaucoup de temps pour débriefer, pour capitaliser, pour se poser, etc. Et aujourd'hui, on a décidé en ce début de mandat de prendre ce temps-là pour justement retravailler un peu à tête reposée la question justement qu'on évoquait tout à l'heure de la gouvernance, des modes d'organisation, des cadres qu'on peut définir ensemble avec, alors, entre services, mais aussi entre services et avec les élus. Et puis, demain, et déjà un peu aujourd'hui, avec des partenaires du territoire, hein, ceux que j'ai déjà cités, mais certainement demain encore d'autres, avec la conviction de se dire qu'aujourd'hui, sur des territoires comme les nôtres, hein, Mulhouse, c'est à 40% de son territoire en quartier prioritaire de la politique de la ville. Je pense qu'on est entre 30 à 40% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Hein, donc, c'est aussi ça qui nous oblige un peu. C'est de dire tout seul, de toute façon, que ce soit la collectivité, mais aussi les assos, etc., tout seul, chacun dans son coin, on ne va pas y arriver, quoi. Hein, et que si on veut cranter et si on veut apporter des réponses un peu plus pertinentes et un peu plus percutantes au regard des sujets qui nous sont posés aujourd'hui, il faut qu'on conjugue nos énergies
qu'on conjugue nos moyens, hein. Aujourd'hui, on est en train de regarder comment on peut aller chercher du mécénat de compétences dans les entreprises qui ont signé le pacte en faveur des quartiers prioritaires. Et comment on peut développer le partenariat public-privé et comment on peut comment dire, avoir un écosystème voilà, qui est un peu plus connecté et plus intégré pour permettre à des projets citoyens et associatifs de venir enrichir nos politiques publiques, quoi. Voilà, je m'arrête là. Alors, j'adore ta fin, Christine, parce que tu nous aides à reboucler la boucle sur la question. C'est vrai qu'on est des acteurs là autour de la table qui accompagnent la vie associative et des projets citoyens, et tu as fait le lien direct. Moi, je te remercie pour cette intervention. C'est vrai que tu nous as aidé à peut-être décentrer notre regard. On travaille souvent les assos et souvent on s'intéresse de comment les assos interagissent ensemble. Et là, tu nous aides à voir comment une infrastructure autre, hein, une organisation d'une ville et d'autres partenaires permet de transformer une culture. Alors, il y a un passif, hein, c'est vrai, comme tu disais, il y a un premier mandat où il y a une grosse culture de la participation qui a été créée au sein de la ville et qui s'est diffusée, s'est irriguée de service en service. Et aujourd'hui, ça vous amène même avant regard de construire la ville, peut-être sur des questions d'urbanisme, ta cité ou autre, en prenant le choix de la participation. Voilà, c'est vrai qu'en termes d'ambition, on peut voir par endroits des choses intéressantes en termes de participation, mais qui peut-être vont se limiter à l'échelle d'une petite place, d'un temps festif du week-end. Et là, il y a vraiment une question d'échelle qui devient assez significative. Voilà, et également, je voulais appuyer sur le fait on sent qu'à plusieurs moments, ce que tu décris pas tant forcément que de l'action. Enfin, je vais reprendre une image qu'on reprend de plus en plus souvent, mais pas que soigner la plante qui pousse. Alors, vous intéressez pas qu'au projet qui se construit, mais aussi un peu au terreau, à comment vous arrivez à créer ces passerelles entre les gens, du travail de fond, comme tu disais tout à l'heure, des fois, voilà, ancrer des habitudes de se voir, même s'il n'y a pas d'enjeu, vous avez bien compris le fait que voilà, il y a quelque chose de fertile à créer qui ensuite permettra que les projets maturent et aillent beaucoup plus loin. Mais du coup, j'espère voilà, vous aurez encore de belles évolutions comme ça dans quelques mois ou années. Tu continueras à nous faire part de tout ce que vous expérimentez. Voilà. C'est très riche. Et oui, je suis assez bavard, mais je vais quand même laisser la place à Valérie qui, depuis, j'ai vu que tu étais reconnectée avec la connexion de ta collègue Béatrice. Valérie, peut-être nous rejoindrais-tu également pour un témoignage sur l'expérience de Martigues. Ah, Valérie, je croise les doigts pour te voir. Ah, si. Valérie, je crois que j'aperçois le numéro de téléphone. Tu étais connectée depuis le téléphone. Peut-être que tu as le micro coupé, Valérie. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah, ça serait vraiment triste de ne pas t'entendre, Valérie, puisque comme on disait tout à l'heure, Martigues devait accueillir la rencontre. Ah, si, vous voyez, on voit les visages de Béatrice et Valérie. Par contre, le micro est coupé. Ah, ça y est, super, on y est. C'est très difficile. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se faisait une joie, mais à force de déconnexion, on en est au fou rire nerveux là, avec Béa. Parce que ça doit faire 10 fois qu'on vous perd. Et en même temps, on se faisait surtout une joie de vous dire qu'on aurait été très heureuse ici à Martigues de vous accueillir. On avait programmé pas mal de choses très très sympas. Et donc, on espère que ça va se faire sur de prochaines rencontres. Oui. Plus en visio, parce que c'est compliqué de garder, de ne pas perdre patience. Voilà. J'espère que ça fonctionne bien. Oui, on t'entend super bien, Valérie, et coucou à Béatrice à côté, parce que comme tu disais, ça, on devait venir à Martigues, bon, ça ne s'est pas fait, on espère revenir en 2021, mais quoi qu'il en soit, ça nous tenait à cœur, vu qu'on a une phase de préparation depuis de nombreux mois ensemble, et on avait essayé de voir justement profiter d'expériences locales qui alimenteraient nos rencontres. Aujourd'hui, voilà, tu es là et merci, et du coup, tu vas pouvoir nous faire part de... je laisse la parole, parce qu'on a travaillé ensemble autour de Martigues Solidarité, où il y a plein d'enseignements également à tirer, c'est très inspirant.
Oui, Garder bien la sûr. caméra ou pas? Alors, la première chose que je voulais, qu'on voulait faire avec Béa, c'était mettre un peu le contexte pour que tout le monde comprenne un peu comment on bosse et surtout quand on se retrouve dans cette situation commune, comment chaque collectivité, selon sa taille et selon tout ce qu'on peut mettre à disposition du public, comment on s'organise et on se réorganise. Donc, Martigues, c'est une ville de 50 000 habitants. C'est un bassin d'emploi beaucoup basé sur la pétrochimie. C'est une ville qui est hyper dynamique au niveau associatif. On a 1 millier d'associations qui sont recensées au journal officiel et 800 associations qui sont actives. Nous, ici, à la Maison de la Vie Associative, qui est une maison municipale, donc avec un équipage et un équipement municipal, on accueille et on rencontre chaque année environ 400 associations sur de l'accompagnement, sur du conseil. On accompagne aussi les porteurs de projets, etc. Et on travaille toute l'année en lien avec l'ensemble des services municipaux et entre autres également, puisque Christine en parlait précédemment, des centres sociaux qui sont aussi des centres sociaux, mais qui sont des centres sociaux municipaux à 90%, donc avec des équipages aussi municipaux, et j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'on a eu une coopération très importante avec les centres sociaux durant toute la première partie du confinement. Voilà, donc ça c'était un peu dresser le portrait de la ville et puis que tout le monde puisse avoir une idée de comment on peut fonctionner sur une ville de 50 000 habitants. Nous, là, sur la deuxième séquence, on doit intervenir sur le décloisonnement de la collectivité. Donc, quand on voit décloisonnement, on pense bien sûr à casser des cloisons, hein, bien sûr, si tant est qu'il y en ait. Il y en a toujours, parce que les associations, elles fonctionnent quand tout va bien, en grande confiance avec la ville aujourd'hui. Et on a échangé longtemps autour de ça avec Paul. C'est dans une grande confiance parce que faire vivre une maison de la vie associative, c'est bien faire vivre un équipement qui propose des accompagnements et qui surtout propose de créer des choses et d'être dans la grande confiance, dans une grande confiance. Et puis une interconnaissance les uns avec les autres. Donc, comment on a décloisonné, comment la collectivité a décloisonné? Dans l'urgence, déjà. Le temps de réflexion est assez court. Et tous les témoignages que vous avez faits, on se retrouve tous un peu dans la même problématique, c'est-à-dire, nous, les agents de la collectivité, comment on va pouvoir être sur le terrain, à la fois des leaders, comme on a pu dire tout à l'heure. Moi, je dirais aussi des chefs d'orchestre, si on doit parler d'orchestre, et être suffisamment rassurant pour que tout le monde se rassemble et que tout le monde fasse de manière efficace. Donc, on a fait dans l'urgence, on a travaillé en priorité avec, et ça c'est vraiment du décloisonnement avec le centre d'action sociale, le centre intercommunal d'action sociale, qui travaille toute l'année sur les actions sociales sur le territoire. Donc, ce sont les premiers interlocuteurs qu'on a pu avoir, qui se sont immédiatement mis au service de la population et des associations. Et donc, le rôle de l'équipe de la Maison de la Vie Associative, ça a été de mettre en lien tous ces gens, les associations, alors les associations de solidarité en priorité, qui se sont retrouvées de fait sur le pont parce que hyper sollicitées. Et donc, l'orchestrage à faire, c'était vraiment entre les services intercommunaux et les services de la collectivité, comme les centres sociaux qui sont devenus, comme je disais hier lors d'un témoignage, qui sont devenus des fabriques à masques. Parce que, évidemment, on s'est tous retrouvés aussi avec cette question des masques.
et comment faire face à la pénurie de masques, etc. Donc, les agents sont devenus en quelque sorte des bénévoles aussi, puisque même si on a organisé du télétravail, et on en a parlé tout à l'heure aussi, on est sorti aussi de nos prérogatives, enfin, de ce qui fait que toute l'année, on est dans nos bureaux et on fonctionne selon nos projets de maison. Là, on était sur le terrain et on a certainement largement dépassé le cadre de nos fonctions, en tout cas pour ce qui nous concerne, puisque Béa est à côté de moi. On s'est retrouvés jusqu'à très tard à l'extérieur à fabriquer des colis d'urgence, à faire de la livraison de masques, à coordonner des actions avec certaines associations pour aller nourrir des animaux, par exemple, puisque y avait une association qui se retrouvait dans l'incapacité de se déplacer et d'aller chercher du foin pour nourrir les chevaux. Hein, c'était un centre équestre. Donc ça paraît comme ça tout bête, mais il a fallu être présent et mobiliser les équipes techniques pour que concrètement les animaux soient nourris. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a vécu et qu'on vit encore, qui est complètement surréaliste, comme dirait M. Dali. C'est surréaliste, mais ça devient notre réalité. Donc aujourd'hui, décloisonner, ça veut dire aussi fonctionner dans une autre réalité. Et donc, ça veut dire aussi fonctionner comme on fait là aujourd'hui, communiquer et apprendre les uns des autres au travers d'un écran. C'est pas ce qu'on préfère, enfin, en tout cas moi, c'est pas ce que je préfère. Et c'est pas ce que je fais le mieux d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, l'autre réalité, c'est ça, et qu'il faut que justement on arrive à transmettre aussi tous ces nouveaux outils aux associations. Alors, les associations, pour le coup, nous, on fait ce que vous avez tous fait, c'est-à-dire que chaque jour, on prend le téléphone. Ce n'est pas une grande innovation dans la manière de faire, mais en tout cas, on s'y tient et on a à cœur de donner les 20-30 coups de fil par jour répartis sur l'équipe, pour simplement demander aux associations comment elles vont, pour demander aux gens comment ces bénévoles voient l'avenir de leur activité associative. Ça me fait repenser tout à l'heure, ce matin, on parlait d'aider les petites associations à reconquérir un public et à faire en sorte qu'elles puissent avoir de nouvelles adhésions et des adhésions nombreuses pour qu'elles puissent repartir, puisque au-delà de faire des demandes de financement exceptionnelles, etc., elles vont avoir besoin réellement de reconquérir des personnes, des habitants, des usagers, et que certaines d'entre elles vont disparaître, hélas, on le sait déjà, peut-être pour renaître d'une autre manière si on reste très optimiste, et on va rester très optimiste. Voilà, donc pour ce qui concerne donc, le décloisonnement, c'est de cette manière-là, hein, donc on a fonctionné. Et on a aussi travaillé sur la mise en synergie des services, et notamment services financiers. De temps en temps, je me tourne vers Béa, voir si elle acquiesce. Oui, elle acquiesce. Donc oui, on a travaillé avec les services financiers pour voir de quelle manière on pouvait soutenir les associations qui en faisaient la demande, et elles ont été nombreuses à faire la demande, sur des questions de subventions qui ont été attribuées, mais les actions n'ont pas été menées. Et on a fait une belle collaboration justement avec les différents services instructeurs, sachant que la ville de Martigues, on est organisé de la manière suivante: les directions, différentes directions instruisent les dossiers de demande de subvention. La direction des sports instruit toutes les demandes de subvention concernant le sport, la culture également, la santé également. Et donc nous, la Maison de la vie associative, on se pose encore une fois en chef d'orchestre, en facilitateur de liens. Et là, justement, pendant cette période-là,
on a organisé donc des sessions d'information avec un consultant pour accompagner les services instructeurs à rebondir sur les difficultés que les agents allaient rencontrer et pouvoir renseigner de la meilleure façon qu'il fallait les associations qui sont en difficulté. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, ça m'arrange parce que j'aime pas trop le monologue. Oui, non, mais merci Valérie, dans tous les cas, c'est très bien parce que bon, c'était prévu voilà, que tu puisses faire une présentation comme tu viens de faire et merci, puisque c'est vrai que bon, tu as donné plusieurs exemples, mais moi j'en ai encore entendu d'autres, c'est vrai, dans les dernières semaines, où à de multiples reprises, en fait, on sent, si avant, des fois, la vie associative n'était peut-être pas la plus considérée, en tout cas la plus prioritaire des choses sur le territoire, il y a une espèce de renversement des priorités qui fait que, à plein d'endroits, d'un coup, il suffisait pour vous de pointer du doigt une difficulté d'assaut, de contacter d'autres services, et puis vous trouviez des solutions. Enfin, apparemment, voilà, parce que ça a été beaucoup plus fort, comme s'il y avait enfin voilà, les priorités n'étaient plus les mêmes, et d'un coup, c'était très marquant, en tout cas chez vous, à plein d'endroits, et je crois que tu l'as super bien fait ressortir, et tous les exemples que tu as donnés. Je me dis, en effet, comme le disait Valérie, on peut prendre quelques questions. Alors, on n'a pas fait un temps de questions non plus après le temps d'intervention de Christine, puisqu'on a essayé de grouper un peu les interventions, mais ne vous privez pas pour tous les participants qui sont encore là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques départs, ça fait 1h45 qu'on est ensemble, sans doute certains commencent à fatiguer. Voilà, ne vous privez pas de lever la main, et si vous avez une question à poser, voilà, ou un mot à partager en plus, on peut encore se donner quelques minutes. Bah, alors, pas une question, du coup, Paul. Dire que déjà moi de l'outre-mer, j'aurais vraiment aimé encore plus que vous tous être présent physiquement avec vous sur place. Saluer l'engagement, en fait, on sent l'engagement de l'équipe de Martigues là sur cette période compliquée. De se dire que et de dire qu'effectivement cette période a démontré que il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on s'engage au-delà même de nos propres missions, qu'on sort un peu du cadre, des champs de compétences, mais on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement, il faut trouver des solutions. Et parce qu'il y a un public dehors qui est demandeur, il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des animaux qui sont aussi en souffrance, et voilà, donc qu'on soit acteur associatif ou acteur de collectivité, ce que la démontre, c'est qu'on est capable de trouver des solutions qu'on pensait même pas possible, parce que ça sortait de notre champ de compétences. Alors bravo à vous, à Martigues. Et à bientôt, j'espère, parce que franchement, je me faisais une joie, et la joie, elle est un petit peu écourtée. Voilà. Et on avait préparé plein de belles surprises, mais à charge de revanche, on a encore la possibilité de vous accueillir tous en 21, hein, Paul. C'est ça? J'espère bien, oui, c'est ça qu'on s'est dit, on décale d'un an, et voilà, on l'espère tous. Merci aussi Jimmy pour ce propos. Alors, pour la boutade, hein, on aime bien aussi quand Jimmy vient de Réunion, parce qu'il amène quelques spécialités locales qui ont toujours pas mal de succès. Et sinon, au-delà de la boutade, voilà, c'est vrai que Jimmy, tu auras appuyé sur la période qui a été intéressante de vivre, c'est que, bon, bien sûr, ça a été voilà, un choc pour tout le monde, et des situations difficiles, mais d'un coup, on a pu voir qu'il était possible, parce que nos priorités ont été tellement chamboulées, de lever des freins, et du coup, on a été, en tout cas sur beaucoup de territoires, hein, des gens sont allés beaucoup plus loin, ont expérimenté des choses. En tout cas, voilà, j'espère que ce temps de travail lui a permis de s'inspirer un petit peu, et de montrer, de capitaliser, de prendre du recul, tout ça sur ces peut-être de nouveaux rouages qui sans doute seront encore mobilisés, puisque même si bon, un jour on sera peut-être sorti de Covid, hein, on est sans doute avec des conséquences sociales, économiques qui sont pas encore totalement résolues, qui vont perdurer, voilà, sans omettre des enjeux écologiques, climatiques là qui nous rattrapent, on le sait bien, et voilà, et auquel cas je pense qu'il était important sur cette période, qu'il
le continuera à l'être, de prendre du recul sur comment on arrive à aller plus loin, faire des pas de côté, toutes ces questions dont on a pu parler aujourd'hui, changer de cadre, aller au-delà des cadres, trouver peut-être des formes de leadership sur de la coopération. Enfin voilà, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est une réflexion de fond qu'il faudra continuer à mener. Et au sein du RNMA, on continuera puisqu'on a sanctuarisé. Ah, pardon Béatrice. Ah ouais, il y avait un petit. Voilà. On a sanctuarisé dans nos travaux à venir de continuer à travailler autour de ces questions de coopération et d'innovation à partir du positionnement qui est celui qui est le vôtre autour de cette table pour la quasi-intégralité des personnes. C'est que vous êtes acteur du territoire, mais quand même avec un rôle un peu privilégié, fait particulier en tout cas, qui est celui d'un peu de facilitateur dans la mesure où vous êtes en position de faire le lien entre plein d'assauts donc, que vous connaissez bien, que vous comprenez, dont vous avez la confiance, et pas mal de services de la collectivité envers qui aussi il y a des accroches, et du coup, sans doute il y a une position qui n'est pas inintéressante pour transformer certains fonctionnements institutionnels. Et là, je refais le lien avec les propos initiaux de peut-être si on veut construire ce jour d'après avec tous ce qu'on a pu mettre derrière, des fois comme mots valises, mais il nous appartient justement de ne plus en faire des mots valises, mais bien de comprendre tous les mécanismes qui sont derrière ces mots pour nous les approprier. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long sur ces mots. Je ne sais pas si ce sont les mots de conclusion. Alors, si personne d'autre a envie de rajouter une parole, si tout le monde a... c'est vrai que ça fait 1h50 qu'on est ensemble, d'ailleurs un peu de fatigue à être toujours derrière l'écran. Levez la main si quelqu'un a envie de rajouter un mot, vous êtes le bienvenu. Et si personne ne lève la main, on va juste pouvoir peut-être se saluer, se dire au revoir. En tout cas, moi, je vous remercie tous, autant participants qu'intervenants, pour ce temps très instructif. Merci, Paul. Merci. Voilà. On peut ouvrir le webcam pour le on n'est pas sûr qu'on nous voit. Oui, on retente de sourire, c'est vrai, une petite webcam ouverte pour se saluer au final, c'est toujours plus agréable. Au revoir tout le monde, à très bientôt. Au revoir. Oui. Bye bye. Bye. Au revoir, à bientôt. Bye. Bonne fin de journée.